Q&A où vous pouvez le dire sur le Facebook Live, dans le chat. On va regarder et ça nous intéresse de savoir d'où vous connectez aussi pour pouvoir avoir une bonne vision d'ensemble de qui nous écoute aujourd'hui. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, French Morning, c'est le magazine digital pour les Français et les francophones des États-Unis, Canada et Angleterre. Donc, comme je disais, tous les mardis, on vous donne rendez-vous à 13 h côte est des États-Unis pour notre panel d'experts. Je vais tout de suite les présenter. On a Jean-Luc Teinturier, entrepreneur, investisseur et agent immobilier français installé à New York et Greenwich, Connecticut depuis 1982. Alexandre Quentin qui est là aussi, que certains doivent peut-être connaître. Il a plus de 10 ans d'expérience en gestion de patrimoine pour les Français aux États-Unis. Il a notamment fait ses gammes en France chez BNP Paribas Private Banking et Crédit Agricole CIB. Avec plus d'une centaine de conférences, puisqu'il est assez actif, Alex est toujours là pour répondre à toutes vos questions en direct. D'ailleurs, on va avoir entre 35 et 40 minutes de présentation et ensuite, on va prendre toutes vos questions en direct. Vous savez qu'on répond à toutes les questions. Donc, l'idée, c'est vous levez la main sur Zoom et je vous passe la parole. Je cacherai votre nom de famille. Comme ça, vous êtes avec un petit peu plus de confidentialité. Et pour les plus timides, comme d'habitude, vous écrivez dans le Q&A. Vous pouvez écrire en anonyme et je lirai votre question à nos experts. Sans plus tarder, on va tout de suite écouter Jean-Luc qui va nous partager son écran et un petit peu nous présenter le programme de cette session. Voilà, à tout à l'heure. Ok, parfait Jean-Luc, on a ton partage d'écran, tu peux y aller. Bonjour à tous, et je vais essayer d'être intéressant et pas ennuyeux. J'ai 39 slides, donc 25 minutes. Pourquoi investir et où dans l'immobilier à New York? Vous avez tous connu cette période de Covid qui a traumatisé notamment les New-Yorkais. Ce qu'il y a d'assez fabuleux dans ce pays, c'est l'esprit positif. Et un an plus tard, on constate que le marché redémarre, surtout depuis le premier trimestre et en ce moment encore plus depuis un mois. Donc, je vais vous montrer cette série de tableaux, non seulement Manhattan et Brooklyn que je vais couvrir, mais également l'approche banlieue, puisqu'il y a eu un déplacement, un flux de population. Plus de 100 000 personnes sont parties et certaines sont en train de revenir sur New York, sont parties donc soit dans des banlieues, j'habite moi-même à Greenwich, Connecticut, où je suis licencié depuis peu avec Julian Lawrence, je vous parlerai en dernier de ce micro-marché, où il y a eu un afflux de New-Yorkais très important et une envolée des prix. C'était le cas aussi dans le New Jersey. En Floride, bien sûr, il y a eu un gros afflux d'acheteurs. Je vous dirai simplement un mot sur l'agence immobilière avec qui Warburg a conclu un accord pour toute la Floride, qui a 800 agents et 18 bureaux. Et les Hamptons également, ils ont un partenaire sur les Hamptons. Bien, je commence donc. Première slide, pourquoi investir aujourd'hui à New York? Si on en a les moyens, bien sûr, le ticket d'entrée n'est pas donné dans l'immobilier à New York aujourd'hui. C'est pas là. Ça y est. Donc, l'impact Covid sur la demande. Alors, l'impact Covid sur la demande, il est double. Donc, il y a à Manhattan, c'est encore plus vrai et criant qu'à Brooklyn. Il y a pas 36 options. Soit vous habitez dans une tour immense, comme on le voit à droite, d'une manière schématique, soit vous habitez dans un brownstone, ou entre les deux, dans un petit immeuble avec moins de services et donc à un coût plus modéré et avec ou non des espaces extérieurs. Donc, sans surprise, il a fallu s'adapter donc au Covid. Donc, les gens, ça a eu pour conséquence directe une demande de plus d'espace pour travailler et pour vivre en général, et donc d'optimiser le cadre de vie dans lequel on est, c'est-à-dire l'appartement avec en général une très forte demande sur les espaces extérieurs qui, comme vous le voyez ici sur cette photo, sont valorisés puisqu'ils sont très peu nombreux à Manhattan, plus à Brooklyn, où l'habitat est totalement différent puisque ce sont surtout des maisons et des petits immeubles avec plus de possibilités d'avoir des espaces verts et des espaces extérieurs. Donc, les terrasses sont toujours très recherchées. Je pense que c'est une tendance qui va s'affirmer, comme c'est d'ailleurs le cas
À Paris et dans d'autres capitales mondiales, les balcons ou même les terrasses sont donc très importantes dans le milieu urbain actuel et futur. Pourquoi New York? New York reste la capitale mondiale de la finance. C'est désormais la deuxième ville pour la tech, avec Google qui est fortement implanté, Facebook et d'autres GAFA. C'est le numéro 2 pour la recherche médicale des hôpitaux. En termes de touristes, 67 millions de touristes en 2019. On pense qu'ils vont revenir en 2022 puisque le maire de New York actuel et Cuomo, encore récemment, ont complètement réouvert New York. Vu la vaccination et le taux de vaccination auquel New York a fait face, la ville se réouvre et on constate des visus. Si vous habitez New York, que la vie reprend très nettement à Manhattan et à Brooklyn. Capitale de la mode, capitale mondiale du marché de l'art et du marché donc des artistes, siège mondial des Nations Unies. Alors aujourd'hui, Nations Unies, moi j'ai fait un deal notamment avec quelqu'un qui travaille aux Nations Unies. Pour l'instant, ils ne sont pas réouverts en termes de bureaux, mais progressivement, on sent qu'ils reviennent petit à petit. Des grandes banques comme Goldman Sachs ou JP Morgan Chase ont demandé à leurs employés, par exemple, de revenir au bureau. C'est très récent, mais le flux d'employés Midtown et Downtown redémarre. Donc tout ça, c'est très positif. Donc New York, je vais simplement couvrir, vu le timing que j'ai en très peu de temps, rapidement Manhattan et Brooklyn, qui sont les deux parties de la ville sur lesquelles je focus, je me concentre. Ce qu'on a vu l'année dernière, en dehors de la forte baisse d'activité à cause du Covid, c'est que les acheteurs et les acheteurs se concentrent de plus en plus pour ceux qui sont des primo-accédants sur Washington Heights et Morning Heights, donc au nord de la ville. Donc, ce sont deux quartiers qui restent les plus raisonnables à Manhattan et qui ont pris de la valeur et continuent d'en prendre. L'Upper East Side, où il y a toujours un fort inventaire qui se réduit d'ailleurs très vite en ce moment, reste un quartier abordable. Et Midtown, avec notamment... Allô? Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est que ce bruit-là. Ça va? C'est bon, c'est réglé. Bon, on peut continuer. Je continue. Donc, Manhattan, donc vous avez les quartiers principaux de Manhattan et les quartiers à potentiel que j'ai mis sur cette carte. Donc, l'East Village continue à prendre de la valeur. Midtown redémarre récemment, notamment avec le retour des New-Yorkais sur Manhattan et également des étrangers qui investissent plus sur Midtown pour être proche donc du centre d'affaires, des bureaux et de Central Park. Brooklyn, sur cette carte, j'ai essayé de synthétiser les quartiers principaux. Ce qu'on constate, bon, c'est qu'il y a des sub-markets, des sous-marchés sur Brooklyn, donc qui est une ville de 2 600 000 habitants, avec un revenu moyen de 85 000 $, donc un peu inférieur à celui de Manhattan, une population plus jeune, des familles, puisque l'habitat est surtout concentré sur des maisons et des petits immeubles. Les prix sont plus raisonnables, le coût de la vie également. Les quartiers, un des plus raisonnables, c'est Midwood, donc qui avec notamment des nouveaux développements, reste abordable. Bushwick, c'est le nouveau Soho. Greenpoint prend de plus en plus de valeur et la population se déplace sur le nord de Greenpoint, donc, puisque Williamsburg a flambé et les prix de Williamsburg se rapprochent très fortement de ceux de Manhattan, étant juste en face. Carroll Gardens, c'est la deuxième communauté française après l'Upper East Side
Donc, c'est un petit quartier où il y a surtout des maisons très agréables avec une école publique donc, qui attire beaucoup de Français vu son style de vie et l'architecture qui est aussi sympathique. Donc, voilà, donc, il y a des quartiers mûrs, matures et des quartiers en devenir sur Brooklyn. Donc, on ne peut pas généraliser comme pour Manhattan d'ailleurs. Donc, ça, c'est la photo des ventes de l'année dernière, donc en 2020 par rapport à 2019 pour voir ce qui s'est passé. Donc, très forte chute de listing et de ventes. On est à moins 30 par rapport à l'année précédente. Et comme vous le voyez sur cette photo, sur cette slide, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le nombre de condos en termes de ventes et en pourcentage, alors que les condos ne représentent que environ entre 10 et 15% de l'offre globale du marché, ont représenté 45% des ventes. Donc, très important par rapport aux coops, donc qui sont l'autre option d'achat, qui ont représenté 55%. La baisse, d'ailleurs, les moins 30%, c'est à peu près la même chose dans les deux cas. Les chiffres en rouge, donc, ce sont les chiffres de 2020 et les chiffres qui sont sur le fromage, les deux fromages en question, sont les chiffres de 2019. Donc, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a un accroissement des ventes au profit des one et deux bedrooms, donc des surfaces plus grandes que les studios, et une baisse donc sur les studios puisque les gens qui travaillent de chez eux, donc le studio, ce n'est pas forcément l'idéal. Sur Brooklyn, même phénomène en termes de baisse des ventes et des condos. Ce qui est intéressant sur Brooklyn, c'est l'importance des maisons, des ventes de maisons, soit en appartements multifamily, soit des maisons individuelles. Donc, il y a une forte proportion d'achats de maisons, sans doute d'ailleurs dû au fait que l'espace extérieur est un vrai plus et les charges aussi sont inférieures dans ce type d'habitat par rapport à des immeubles. Donc ici, vous avez la même configuration des chiffres et de la répartition donc, des appartements par type d'appartement. Alors, New York, sa résilience en immobilier face aux grandes crises économiques. Il y a eu plusieurs crises économiques. La crise du 11 septembre, celle de 2002, où les prix ont décroché de 10 à 15% et sont repartis un an plus tard. Alors, ce qu'on a constaté cette année, l'année dernière, c'est que les prix, effectivement, sont arrivés au plus bas. Je vous montrerai dans des tableaux suivants qui se sont stabilisés enfin, après une décote depuis 3 ans, une baisse du marché depuis 3 ans. Donc là, en ce moment, on est vraiment en fin de cycle. Et l'immobilier, ce sont des cycles, pas comme la bourse, mais ce sont des cycles de 10 ans en général. Et là, on est vraiment au départ d'une remontée des prix qui devrait s'amorcer, qui commence à s'amorcer sur Manhattan et Brooklyn. Alors, New York, sa résilience en immobilier, toujours, prix de vente moyen entre les deux crises. Il a fallu entre 1 et 2 ans en fonction des crises, 2008 et 2011, pour que le marché reprenne, comme on le voit ici. Évolution des prix médians et condos par rapport aux coops. Donc, il y a une prime sur les condos, légère prime, sachant que les coops, comme vous le voyez, sont des appartements dont le prix moyen et médian plutôt est nettement inférieur. Nouveau développement. Alors aujourd'hui, il reste encore sur le marché, surtout à Manhattan. À Brooklyn, c'est très différent parce qu'il y en a peu et les appartements partent vite, puisque les prix sont nettement moins chers qu'à New York. Il reste encore un inventaire important de nouveaux développements sur Manhattan qui est en train de se résorber. Mais donc ça, c'est intéressant pour des acheteurs. Prix de vente moyen et médian, donc vous voyez la différence est environ de 20% et ça reste valable encore aujourd'hui. Donc les condos, comme je disais au départ, Morningside Heights est par exemple attractif encore aujourd'hui et Washington Heights au nord de Morningside Heights, donc sont des quartiers très porteurs. Hudson Yards, ça a été valable, mais ça l'est plus vu ce qui s'est passé, puisque tous les
ils ont de grandes difficultés financières aujourd'hui et le centre en question de Hudson Yards est en train d'être transformé totalement. Gramercy East Village reste abordable. Il y a une forte demande sur le bas de la ville, toujours, encore aujourd'hui, notamment sur Tribeca, West Village, Greenwich Village. Donc les coops, pour y revenir, sont plus abordables et on le voit sur ce tableau où vous voyez par quartier donc la différence de prix, coop, condo. Les condos, quels quartiers ont fortement augmenté? Donc on le voit également par quartier sur ce tableau pour Brooklyn. Donc Bushwick, Greenpoint, et qui continue de monter d'ailleurs, Greenpoint, Williamsburg, Carroll Garden qui a explosé. L'offre sur Carroll Garden est très réduite, notamment pour des familles. Là, je cherche pour un client un appartement de 3 bedrooms, que ce soit loué ou acheté. J'ai eu un exemple de location dernièrement. Il y a eu 20 demandes le même jour lorsque le listing est sorti pour une demande de location. Donc, il faut aller absolument très vite. Et ça peut être aussi un quartier intéressant où investir pour des familles, vu le taux des loyers et le montant des loyers sur Carroll Garden. Coop, évolution similaire, sachant que les prix moyens des coops sont inférieurs aux condos. Donc, on le voit ici également par quartier. Toujours le même phénomène, d'ailleurs, que ce soit pour Carroll Garden, c'est assez criant. Downtown, Dumbo, et un quartier aussi qui s'est fortement apprécié et qui est une valeur sûre. Ici, c'est une présentation donc, du redémarrage de l'activité au premier trimestre de cette année. Donc, il vous donne une photo de ce qui s'est passé au premier trimestre 2021. Donc, on constate qu'il y a nettement une reprise forte des ventes depuis le mois de décembre, comme on le voit ici en rouge, et une reprise de l'offre également. Donc, et les deux se croisent. Donc, on arrive, comme on le voit ici sur cette slide, la demande se rapproche de l'offre. Donc, l'inventaire devrait, au rythme actuel, se résorber dans les 4 à 6 ou 8 mois qui viennent, donc d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est un élément très positif et qui prouve vraiment que le marché redémarre. Ça, c'est une photo des prix moyens des ventes, quel que soit le type d'appartement sur Manhattan. L'année dernière, ce qu'on constate, c'est que le marché s'est vraiment stabilisé. Si on prend janvier 2019 et décembre 2020, vous voyez qu'on est au même prix. Donc, le marché ne s'est pas écroulé. Il s'est enfin stabilisé après 3 années de baisse. Ce qu'on constate également, c'est que même sur le segment du haut de gamme, donc les appartements de 4 millions de dollars et plus, les demandes redémarrent. Ce matin, j'ai eu un coup de fil à 9 h du matin d'une personne qui m'appelait pour un appartement que j'ai retiré du marché sur un penthouse et qui m'a dit « Oui, j'ai vu que vous n'étiez plus à vendre. Est-ce que vous seriez considéré à accepter une offre ?» Donc, j'ai dit « Oui, pourquoi pas, mais il faut me faire une proposition. Et si c'est le cas, on peut discuter. » Donc, on constate vraiment, c'est le cas d'une reprise de l'activité, quel que soit le type de bien. Sur Brooklyn, c'est encore mieux dans la mesure où, comme vous le voyez ici, au premier trimestre de cette année, l'offre plus 50% d'augmentation par rapport à 2020. Alors ça s'explique aussi en partie parce qu'un certain nombre de propriétaires ont retiré leurs biens du marché l'année dernière puisque les prix étaient déprimés. C'est une partie de l'explication, mais il y a une vraie demande puisque vous voyez ici plus 173% de contrats signés par rapport à l'année dernière, c'est quand même assez énorme. Le prix médian, donc on ne peut pas généraliser sur Brooklyn, et là je suis à votre disposition après et plus tard par email et téléphone pour faire une analyse par quartier, mais simplement quelques chiffres ici. Donc, comme vous voyez, certains quartiers ont pris 22%, d'autres ont baissé puisque les prix sont arrivés à un certain niveau à Park Slope. Midwood, c'est moins 21 par rapport à 2020, mais si on regarde les nouveaux développements, c'est l'inverse.
il y en a pas suffisamment de nouveaux développements, donc les prix ont monté. Donc tout cela est à analyser, à mesurer, à expliquer. Et c'est le rôle de l'agent immobilier donc de vous faire des études comparatives de prix et de vous aiguillonner sur les bons quartiers et sur les bons immeubles surtout, ce qui n'est pas évident. Sachant que l'information est disponible, mais il faut savoir l'interpréter, et c'est notre rôle et notre plus-value. Donc, en mars 2021, comme vous voyez, l'offre globale, plus près de 100% d'augmentation de l'offre, donc simplement au mois de mars. Et on constate la même chose à Greenwich, où j'habite, Connecticut d'ailleurs, ce qui est intéressant. Variation des loyers par type de bien. Donc, l'année dernière, que ce soit à Manhattan ou à Brooklyn, les prix ont baissé, comme vous le voyez, quel que soit le type de bien, entre moins 12 et moins 19. Alors, les studios sont les appartements qui ont le plus baissé en termes de loyer, puisque les gens souhaitent des surfaces plus importantes. Donc, ça s'explique par ce phénomène-là, logique. Aujourd'hui, les loyers commencent à remonter. Donc, vous pouvez toujours profiter de l'aubaine de prix assez bas, mais ça commence à remonter. Donc, ça aussi, c'est une explication du retour d'un certain nombre de New-Yorkais surtout, qui reviennent sur New York après avoir passé un an à l'extérieur, soit en ayant loué une maison à l'extérieur, soit en ayant acheté une maison à titre de résidence secondaire. Donc, il va y avoir un partage, et c'est déjà le cas, du temps des gens qui habitent en banlieue entre Manhattan et la banlieue. Donc, ça a donc une conséquence directe sur l'offre et sur la répartition de la nouvelle offre entre Manhattan et donc Brooklyn, Greenwich, New Jersey et ailleurs. Le financement, les taux d'intérêt sont encore très bas aux États-Unis et à New York, donc vous pouvez financer un appartement à 3% en moyenne, voire moins, en fonction de votre credit score. Si vous pouvez le faire de France, évidemment, le delta est très important. Donc ça, c'est aussi une possibilité pour des acheteurs français qui ont des biens qui peuvent nantir en France ou des actifs financiers. Et là, ce sera le rôle de mon successeur de vous expliquer tout ça très bien. Les frais d'acquisition d'un bien immobilier, donc ça, c'est assez rébarbatif. Romain vous communiquera toute la présentation. Mais sachez que l'avocat est très important aux États-Unis par rapport au notaire et que globalement, les frais sont inférieurs. Les coûts des brokerages qui sont partagés entre les deux agents immobiliers sont inclus dans le prix de vente. Donc, $1 pour l'acheteur, bien qu'il soit bien entendu inclus dans le prix. Donc, tout ça, c'est en détail avec les taxes, les frais d'enregistrement que vous pourrez consulter plus tard et je suis à votre disposition pour répondre à toute question, bien sûr. Acheter pour se loger à New York, donc coop plus raisonnable, condo, aujourd'hui encore, vous avez une marge, j'ai mis entre 10 et 15, ça dépend des prix de vente, s'ils sont au-dessus du marché, dans le marché, en dessous, mais entre 5 et 15%, on peut encore négocier les prix des condos. Des maisons à Brooklyn, c'est possible, à partir de $1 200 000 jusqu'à 4 millions à Carroll Garden. Tout dépend de la taille, de l'état de la maison en question et de sa localisation. C'est aujourd'hui encore le timing idéal pour acheter un logement plus grand, donc pour vendre votre logement et en acheter un plus grand. Et l'intérêt de se loger, acheter pour se loger, c'est que ça vous oblige à mettre de l'argent de côté, donc c'est une épargne forcée. Acheter pour investir, donc condo uniquement, il faut être très sélectif, savoir si vous allez acheter ou non sur un programme neuf et pas forcément avec des réductions de taxes immobilières, parce que c'est de plus en plus rare, vu que la loi a changé depuis quelques années. Donc, il y a très peu d'immeubles avec aujourd'hui des taxes immobilières réduites. Et donc, privilégier des quartiers à potentiel, des logements avec espace extérieur, donc pour pouvoir travailler, et 1 à 2 bedrooms, puisqu'ils représentent 70% du marché, et éviter les studios. Si vous pouvez vous permettre d'acheter un petit one bedroom, c'est mieux.
Un acheteur sur deux achète comptant, donc ça, il faut aussi le garder en mémoire et être prêt au moment de faire une offre, donc avec une offre de sa banque pour son emprunt, et également remplir un document financier donc, qui liste toutes vos assets et liabilities. Louer le marché est tendu encore en faveur des locataires. Donc, c'est important à savoir si vous voulez changer de logement. Donc, il y a des deals partout à Manhattan et aussi à Brooklyn. Le taux de vacances qui historiquement était à moins de 2% est passé entre 3 et 6% selon les quartiers. Donc, en fonction des quartiers, il y a une marge de négo plus ou moins importante. Donc, Greenwich, je vais essayer de couvrir Greenwich très rapidement. Greenwich est une ville qui se trouve à 45 minutes de Manhattan, au nord de Manhattan, au bord de l'eau, avec un cadre de vie assez exceptionnel. J'y habite depuis assez longtemps, donc je suis un amoureux de Greenwich. Je viens de rejoindre Houlihan Lawrence, qui est la première agence immobilière de Greenwich en termes de part de marché, une agence haut de gamme. Donc voilà une photo de ce qu'on voit à côté de la plage de Greenwich, qui est réservée aux habitants de Greenwich la plupart du temps de l'année. Alors pourquoi Greenwich? Parce que c'est une ville la première ville au sud du Connecticut, qu'il faut 45 minutes pour aller à Manhattan en train, que le cadre de vie est assez extraordinaire. C'est une ville qui fait environ 10 km de long sur plus de 10 km au nord, donc très boisée, très peu d'immeubles, surtout des maisons, très calme, très sûr, avec aussi des property tax, c'est-à-dire la taxe immobilière sur des maisons, qui est 2 fois à 2 fois et demi inférieure à la taxe immobilière des maisons qui se trouvent dans le Westchester, que ce soit dans le Westchester, à Long Island ou même dans le New Jersey, où les property tax sont exorbitantes. Donc, à tous ces titres, je pense que Greenwich, et on va le voir, pourquoi le marché a vraiment explosé l'année dernière. Les New-Yorkais se sont rendus compte qu'aller au Hamptons et faire 3 heures de commute sur un parking en général, puisque c'est toujours bouché, Greenwich retrouve un intérêt et un attrait certain. Donc là, c'est une photo de maison, sachant que le coût d'entrée d'une maison, c'est $1 million à Greenwich. On peut trouver un petit peu moins, mais en général, on n'a pas grand-chose à ces prix-là. Donc, c'est le prix d'un petit one-bedroom à Manhattan ou d'un très beau studio et à Brooklyn d'un two-bedroom. Donc, pour vous relativiser un petit peu les choses. Ça, c'est une photo du marché donc, au premier trimestre de cette année. Donc, on constate que les prix sont envolés encore plus que l'année dernière, puisque augmentation de 38% sur le premier trimestre de cette année par rapport à l'année dernière. Vous voyez le prix moyen d'une maison, 2,9 millions par rapport à 2,1 millions. La demande est très forte en termes de maisons et de vente de maisons. Et par rapport à 2019, il y a eu 862 maisons de vendues par rapport à 528 l'année précédente, et très peu de marge de négo sur les prix. Ça, c'est une photo d'évolution du prix du marché de l'immobilier à Greenwich, donc des maisons, du nombre de maisons vendues et du prix moyen de vente. Donc, comme vous voyez, c'est un marché assez stable, mais qui reprend depuis 2019, parce que Greenwich avait beaucoup baissé avant 2012, et on n'est pas encore au prix de 2008, qui était au plus haut. On est entre 15 et 20% inférieur au prix, donc il y a une marge aussi d'appréciation encore des maisons ici. En dessous, vous avez le prix moyen au pied carré. Donc, ça, c'est une analyse des chiffres des maisons de Greenwich en fonction donc, du taux, du nombre de maisons vendues par prix. Donc, les maisons les plus demandées se situent entre des prix entre $1 million et 4 millions $. Et là, vous avez le nombre de propriétés qui ont été vendues. Dernière slide. En dehors donc, de Greenwich où je suis présent, Warburg, donc, qui est la 7e société immobilière à Manhattan en termes de chiffre d'affaires,
et la première en termes d'agence immobilière indépendante et familiale, a créé 2 partnerships depuis de nombreuses années, d'une part avec Sounders dans les Hamptons, qui est également une société familiale, qui est une société très active dans les Hamptons. Si vous avez besoin d'un bon agent immobilier, je peux vous mettre en relation avec un agent immobilier donc chez Sounders. Et en Floride, ça c'est très récent, il y a un mois à peine, Frédéric Peters, qui est le patron donc, de Warburg et propriétaire de la société, a conclu un accord avec Fortune International, qui est une agence immobilière présente sur toute la Floride, avec 800 agents, 18 bureaux, présente depuis 35 ans, comme Warburg d'ailleurs à New York, avec la même philosophie dans les affaires, c'est-à-dire l'honnêteté, l'éthique et la transparence totale. Donc, je pourrais également, si vous souhaitez, si vous avez des amis qui souhaitent acheter en Floride, vous mettre en relation avec cette société-là. Et un bon agent immobilier, bien sûr. Et vous aider si le besoin est. Merci pour votre attention. Je passe la parole à Alexandre Quentin, chez qui d'ailleurs je suis client depuis peu, mais très satisfait. À toi, Alexandre. À bientôt. Merci, Jean-Luc. Merci, Jean-Luc. Ouais. Je pense, Alexandre, tu vas pouvoir continuer en nous partageant ton écran et puis nous dire un petit peu comment on va pouvoir leverager notre capital dans nos investissements immobiliers aux US. Absolument, avec grand plaisir. Merci Jean-Luc pour cette présentation très claire, très détaillée. Et maintenant, on va parler plus de la stratégie patrimoniale et comment utiliser à la fois ses actifs financiers et immobiliers au sein de sa stratégie patrimoniale. Donc, avant de commencer, en quelques mots au sein d'USA France Financial, c'est une équipe donc maintenant de 12 Français, un Américain. On est basé à Philadelphie, Los Angeles et Miami. Et on permet aux cadres, aux entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de pouvoir gérer leurs problématiques financières. Donc, ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale, de placement, tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier. On est capable d'apporter une valeur ajoutée. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Voilà le sommaire de notre discussion aujourd'hui. Donc déjà, comment créer un cash flow model qui soit efficace, comment optimiser votre cash flow système, de pouvoir comment booster ses rendements sur le marché immobilier grâce à cette stratégie globale et comment monétiser la valeur de son immobilier. Donc avant de commencer, en quelques mots, qu'est-ce que le leverage? Le leverage, c'est tout simplement la possibilité, avec le même dollar que l'on va pouvoir mettre de côté, de pouvoir utiliser ce même dollar plusieurs fois et ainsi démultiplier sa stratégie patrimoniale. Et donc, pour ce faire, il s'agit de pouvoir collatéraliser des instruments que nous détenons déjà pour pouvoir utiliser ce même dollar une deuxième fois pour pouvoir investir dans d'autres classes d'actifs, telles que potentiellement l'immobilier. Alors, quelles sont les classes d'actifs que nous pouvons utiliser pour les collatéraliser? Eh bien, tout simplement, premièrement, c'est l'immobilier. Si vous avez une valeur déjà d'immobilier, vous pouvez avoir un prêt immobilier sur la valeur de votre immobilier, vous pouvez avoir une HELOC, Home Equity Line of Credit, ou tout simplement refinancer la valeur de votre bien. Je rajouterai à cette liste également ce qu'on appelle RELOC ou HECM, Home Equity Conversion Mortgage, qui sont des possibilités, quand nous avons l'âge de 62 ans ou plus, de pouvoir avoir une ligne de crédit qui est maintenant garantie par le gouvernement. Alexandre, C'est très mauvais là. Alexandre, je crois qu'on a un problème de micro. Est-ce que tu veux juste changer ta source de micro? Je crois que tu en as un deuxième. Il faut que tu choisisses la source, tu sais, en bas à gauche avec la petite flèche. Non, on ne t'entend plus. Essaye pour voir, juste. Je crois que ça va mieux là, non? Jean-Luc, tu es toujours là? Oui. Parfait. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, ça y est, on t'entend. Tu peux recommencer. Ah, continuer.
crois qu'on t'a perdu à nouveau. Je ne sais pas si Alexandre entend. Restez avec nous, Alexandre va revenir d'ici quelques secondes. Je crois qu'on t'entend à nouveau peut-être. Pourtant, il a une bonne connexion, Alexandre. On a fait pas mal de webinaires sur les 2 dernières années. Ok, bon, bah, il va revenir. Bonjour, Anthony de Lyon. Envoyez-nous d'où vous vous êtes connecté, ça nous intéresse de savoir. Et n'hésitez pas surtout à poser vos questions dans le Q&A. On puisse les poser à nos experts à la fin. Et aussi, comme d'habitude, vous pouvez lever la main. Donc, ça se trouve quelque part là sur votre écran normalement. Et donc, si vous levez la main, je cacherai votre nom de famille et vous pourrez poser votre question en direct. Donc, on fera ça d'ici 15-20 minutes, grand max. On peut en profiter hein, s'il y a des gens qui voulaient poser des questions pour Jean-Luc, n'hésitez pas. Et on peut en profiter. Jean-Luc, est-ce que tu as des… il y avait une question dans le chat. Est-ce que tu as des gens avec qui tu travailles côté New Jersey, puisque il y a aussi cette partie proche de New York, du côté New Jersey. Vous avez des partenaires là-bas ou comment tu fais d'habitude? Oui, on peut bien sûr référer des demandes à des partenaires locaux dans New Jersey en fonction de la ville, bien sûr. Top. Bon, on espère qu'Alex va revenir. Ah, je crois qu'il y a Alexis qui voulait poser une question. Alexis, tu avais levé la main. Est-ce que tu veux toujours poser ta question? Bon, Alexis, si tu veux poser ta question, je te donne la parole. Il faut juste activer ton micro si tu as une question. Ok, bon, je crois qu'Alexis n'avait plus de questions. Qu'est-ce qu'on a? Olivier qui nous demande la différence entre un condo et une coop. Alors, la différence très schématiquement, hein, un condo, vous êtes propriétaire vous avez, donc d'un bien où vous avez totale liberté de louer, de faire des travaux avec l'accord du board, mais c'est beaucoup plus simple et transparent que dans une coop où vous êtes propriétaire au prorata de la surface de votre appartement par rapport à l'immeuble, de part dans la société qui détient l'immeuble, ce qui implique notamment de plaire à vos copropriétaires. Vous devez passer donc un board review et être accepté donc par le board de l'immeuble. Également, c'est très intrusif dans la mesure où on vous demande tous vos actifs financiers et on peut refuser, sans vous donner l'explication, votre accès à la copropriété en question. Donc, c'est moins liquide des coops, c'est moins cher, c'est géré en direct par tous les propriétaires et la plupart du temps en direct, mais avec une agence immobilière, mais les coûts sont très contrôlés. Mais c'est moins cher et c'est moins liquide, donc aussi à la revente, pour toutes ces raisons-là. Si je ne dis pas de bêtises, Jean-Luc, souvent… c'est très particulier à Manhattan et à Brooklyn, au marché new-yorkais, les coops. C'est souvent des gens qui veulent vivre un certain nombre d'années dedans, c'est ça? Voilà, si vous voulez vous loger simplement et y habiter, c'est parfait parce que c'est le meilleur deal. Et à la revente, 10 ans plus tard, de toute façon, vous allez retrouver votre investissement et normalement faire aussi une plus-value. Mais si c'est pour investir et louer,
ce n'est pas la bonne option puisque dans les coops, en général, il faut avoir habité au moins 2-3 ans pour pouvoir louer et sous certaines conditions avec un laps de temps limité aussi. Donc, pour des investisseurs, c'est condo et si vous voulez vous loger, coop sans problème également. C'est énorme. On a attendu 2 secondes et tout le monde a posé des questions. Alors, juste pour finir avec Olivier, il a une question complémentaire. Est-ce que c'est la même fiscalité à la sortie, un condo versus coop? Alors, je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas expert comptable. Je travaille avec des agents immobiliers, des experts comptables et des avocats franco-américains sur New York. Et ils vous diront tout cela mieux que moi. Mais à mon avis, il n'y a pas de différence que ce soit condo ou coop. Si vous êtes étranger, il y a le FIRPTA. Donc, c'est une retenue du montant de 10 à 15% du montant donc de la vente pendant un certain laps de temps si vous habitez à l'étranger, que ce soit pour des condos ou des coops. Mais pour aller plus dans le détail, donc je pourrais vous aiguillonner sur la personne adéquate. Ok. On a d'autres questions. Alexis qui voulait pas prendre la parole, mais son micro ne marchait pas. Il demandait si tu avais des homologues dans le Michigan. Non, j'avoue que le Michigan, à Détroit, je ne connais pas. Je sais que c'est un marché où les prix sont très bas. Ça n'a rien à voir, mais non, je ne connais pas. On a une autre question de Ludovic. Quelles sont les tendances immobilières dans le Queens? Où ça? Dans les Queens. Queens, je ne couvre pas ce segment parce que c'est un marché immense, le Queens. Donc, je me concentre sur Brooklyn, Manhattan et désormais aussi en partie sur Greenwich. Les prix sont abordables, sont beaucoup plus raisonnables, un peu inférieurs à ceux de Brooklyn. Plus on se rapproche de l'eau et de Manhattan, plus les prix montent, ce qui est logique. Il y a quand même de beaux immeubles, mais je connais pour y avoir traversé un certain nombre de fois puisque j'habite sur New York depuis 40 ans, mais je ne couvre pas ce marché. Mais je pourrais vous aiguillonner sur un agent sur place si tel est votre souhait. Parfait. On a une autre question de Jamila. Is Greenwich an attractive rental investment? Oui, Greenwich, vous savez, dans les banlieues, si vous avez une maison, je vais donner un exemple concret. Dans la rue où j'habite, il y a un de nos voisins qui habite à 300 mètres de chez nous, qui a loué sa maison l'année dernière, simplement l'été, pour 25 000 $ par mois. Donc, il a décidé d'aller louer un appartement pendant 4 mois. Et il a pris 100 000 $ de loyer. Mais parce que c'est un phénomène assez atypique, mais pour des condos ou des appartements, les prix sont similaires à Greenwich par rapport au Westchester, parce qu'il y a très peu d'appartements à Greenwich, donc vous n'aurez pas de problème pour louer. Et en termes de rendement, c'est supérieur à Manhattan, puisque le rendement net d'un appartement à Manhattan, c'est entre 2 et 3% maximum, sauf si vous êtes très au nord de Manhattan, Morningside Heights, vous pouvez prétendre avoir un rendement un peu supérieur à 3%. Sur Greenwich, vous pouvez avoir du 4% de rendement. Ok. Alors, je sais que c'est un marché que tu ne couvres pas trop, mais on a une question d'un auditeur anonyme sur Hoboken versus Manhattan. Je ne couvre pas Hoboken, donc là aussi, je vous référerai à quelqu'un de compétent parce que mon ambition n'est pas de couvrir tout. On ne peut pas tout faire dans la vie, il faut être sélectif. Hoboken, c'est un marché qui s'est développé puisque c'est raisonnable, c'est juste à côté, c'est de l'autre côté du tunnel. Donc très facile il y a des maisons, des appartements, c'est sympathique. J'y suis allé plusieurs fois, mais je ne connais pas en détail le marché. Ce marché-là. Okay. Du coup, on a reçu encore pas mal d'autres questions, mais on va les garder pour la fin. Okay. On va peut-être redonner la parole à Alexandre. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Parfait, parfait. Parfait. Je pense avoir eu un problème de connexion Internet. Ce sont les aléas du direct quand on travaille de la maison. Donc, en espérant pouvoir finir cette présentation et vous donner vraiment les clés de ce leverage, la possibilité de faire en sorte que chaque dollar que l'on peut mettre de côté puisse jouer plusieurs rôles au sein de sa stratégie patrimoniale. Donc, commençons
par les actifs que l'on peut leverager, donc en termes de sous-jacents. Donc, on a vu l'immobilier. On a également, si nous avons la part un business, nous pouvons faire des prêts ou des lignes de crédit sur le matériel, les actifs de l'entreprise ou les créances. Si nous détenons de l'or ou de l'art, nous pouvons également les mettre en termes de collatéral pour pouvoir utiliser cet argent une deuxième fois. Nous avons la possibilité, notamment avec nos clients, quand nous avons un compte d'investissement avec eux, de pouvoir avoir leur portefeuille sur le marché financier qui puisse jouer de collatéral et utiliser cet argent une deuxième fois. Nous avons en fait des taux préférentiels pour nos clients et nous avons des taux même jusqu'à 1,75% sur lesquels nos clients peuvent emprunter sur la valeur de leur compte d'investissement avec nous. Et donc, dans ce cas-là, pour ces premières classes d'actifs, nous parlons de leverage, puisque les sous-jacents ne sont pas garantis d'augmenter. L'immobilier, un business, de l'or, de l'art, des actions n'ont pas la garantie d'augmenter, et donc on parle de leverage. Dans les deux classes d'actifs suivantes, on va parler d'arbitrage, puisque le sous-jacent est garanti d'augmenter. Premièrement, si vous avez de l'épargne à la banque, dans ce qu'on appelle des CDs, des certificats de dépôt, vous pouvez avoir des certificats de dépôt et en collatéral de ceci, de pouvoir faire un prêt et vous leverager. Évidemment, à l'heure actuelle, comme un certificat de dépôt vous rémunère proche de 0,5% à l'heure actuelle, ça a beaucoup moins d'attractivité qu'à l'époque, dans les années 90, comme les CDs pouvaient rapporter encore 7% par an. Et bien évidemment, il y avait peut-être un intérêt à ce moment-là. Et enfin, c'est ce qu'on appelle le Wealth Accumulation Life Insurance, c'est de l'assurance vie permanente ici aux États-Unis, qui est également garantie d'augmenter avec des taux de rendement interne qui sont supérieurs au coût d'emprunt. Et donc, on parle de vrai arbitrage puisque le rendement à long terme étant supérieur au coût d'emprunt à l'heure actuelle, et ben, nous pouvons booster nos rendements. On va voir comment on peut potentiellement utiliser cet actif dans sa stratégie patrimoniale. Donc, une vraie différence entre le leverage et l'arbitrage. La différence entre les deux, c'est est-ce que le sous-jacent est garanti d'augmenter ou non. Alors, si on devait choisir des attributs de ce sous-jacent, quels seraient-ils pour qu'ils soient les plus optimaux possibles? Alors déjà, ce serait très bien d'avoir cette liquidité, avoir un accès et un contrôle immédiat à son argent, d'avoir de la sécurité de ce sous-jacent, d'avoir une croissance garantie, aucune année négative, d'avoir des limites élevées de contribution, des avantages fiscaux, qu'il soit portable et flexible, même en cas de retour, qu'il soit privé, personne n'ait de regard dessus, que ce soit protégé contre potentiels créditeurs ou en tant que banqueroute. Et dernièrement, évidemment, qu'il soit collatéralisable. Si un actif existait de la sorte, ce serait parfait. Est-ce que cela existe? Potentiellement, on va voir ensemble quelque chose qui va peut-être se rapprocher au mieux de ces attributs. Et des options évidemment avantageuses de prêt. Donc, première question qu'on va se poser ensemble, c'est comment créer un système de cash flow qui soit le plus efficace possible. Donc, tout d'abord, pour créer de la valeur patrimoniale, il n'y a que 3 manières. Un, c'est de faire de l'épargne pendant une très longue période de temps. À l'heure actuelle, si vous souhaitez vous doubler votre argent à la banque, il faut près de 121 ans. Mais le fuel de votre stratégie patrimoniale sera par votre capacité à épargner. Et puis après, comme la banque ne rémunère pas grand-chose, on va essayer de trouver des sources de pouvoir faire augmenter sa valeur patrimoniale. Et nous n'avons que 2 options. Premièrement, c'est ce que j'appellerais ownership. C'est-à-dire qu'on détient sa propre compagnie ou on détient des parts d'une compagnie sur le marché privé ou sur le marché public. Et dernièrement, c'est l'immobilier. Voilà les 2 classes d'actifs sur lesquelles on va pouvoir potentiellement avoir un rendement exponentiel sur le long terme. Et je les mets en effet dans le même panier, même si ce sont 2 classes d'actifs différentes, donc ownership et real estate. Et quand on va commencer à se diversifier, on va essayer de trouver de l'efficacité patrimoniale, de mettre en place une stratégie avec un haut degré de vélocité. Pour expliquer le mot de vélocité, je vais prendre la définition de la vélocité de la monnaie au niveau d'un pays. C'est tout simplement le ratio entre le PIB, la richesse créée par le pays, et sur, en tout cas, la masse d'argent disponible. Si on assume que la masse d'argent disponible dans le pays est fixe, plus le PIB va être élevé, et plus ça peut être un ratio qui va mettre en exergue le fait que l'économie, ce pays, est en très bonne santé, il y a une vitalité dans le pays, puisque des individus et des entreprises achètent et vendent des biens et des services, et l'argent passe d'une poche à l'autre, et l'économie se porte bien. Et bien, de notre point de vue, d'un point de vue granulaire, au sein de notre foyer, nous allons essayer de faire en sorte que chaque dollar que l'on met de côté puisse jouer plusieurs rôles en même temps et ainsi démultiplier sa stratégie patrimoniale. Et donc, pour ce faire, nous allons déjà regarder comment mettre en place un système de cash flow qui soit le plus efficace possible. Alors, je vais faire un graphique pour pouvoir
l'illustrer. Donc, tout d'abord, quand on se lève le matin, qu'on soit entrepreneur ou employé, nous allons créer de la valeur patrimoniale, que j'appellerais cash creation. Et quand on crée de la valeur patrimoniale, on va le mettre quelque part. On a potentiellement un paycheck qui va arriver toutes les 2 semaines et on va le capturer quelque part. On va le mettre dans une warehouse, que j'appellerais donc cash capture, et qui est généralement matérialisé par une banque. On va mettre son argent à la banque. Et comme la banque ne rémunère pas grand-chose, on va essayer de trouver des solutions patrimoniales pour faire en sorte de faire augmenter sa valeur patrimoniale, que j'appellerais cash flow creation. Et donc, on va essayer de trouver, par exemple, des sources telles que investir sur le marché immobilier, financier ou autre, qui va nous générer des revenus, des dividendes, des intérêts, et qui va créer cette vertu patrimoniale. Et à terme, quand on souhaite arrêter de travailler, on va essayer de faire en sorte que notre patrimoine puisse nous générer des revenus pour le reste de notre vie, pour garder notre style de vie. Et au-delà de cela, va venir au-dessus ce que j'appellerais cash protection. C'est la possibilité de protéger son système pour le reste de notre vie. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir des documents testamentaires en place, de l'assurance décès, invalidité, long-term care, potentiellement également d'avoir de l'umbrella policy. Quand on investit dans l'immobilier également, d'avoir des sociétés qui fassent écran en termes de poursuites, etc., de pouvoir protéger son système pour le reste de sa vie. Là où la plupart des gestionnaires de patrimoine vont passer le plus de leur temps avec leurs clients, c'est sur la partie cash flow creation, de trouver des solutions patrimoniales pour faire augmenter de manière exponentielle la valeur patrimoniale et de réduire au maximum le risque année après année. Là où je souhaite m'arrêter un tout petit peu et qui est assez évincé dans cette prise de décision financière, c'est la partie cash capture. Et pour moi, il n'y a pas meilleure institution dans le monde entier qu'une banque pour la gestion opérationnelle de leur cash. Quand vous allez déposer de l'argent dans une banque, eh ben, elle ne va pas rien faire avec cet argent. Elle va utiliser la masse de dépôts disponibles pour pouvoir potentiellement prêter cet argent à quelqu'un d'autre et générer de l'alpha de cette manière-là. Donc, de manière très basique, quand vous déposez de l'argent dans une banque, vous allez être rémunéré. Un exemple, 1%. On est chanceux en ce moment de récupérer 1% à la banque. Et pendant que ce dollar est déposé à la banque va pouvoir le prêter à quelqu'un d'autre, par exemple, à 4%. Et donc, va générer la différence qui serait de 3%. Si cet argent-là est généré sur leurs fonds propres, 4 moins 1 égale 3, voilà ce qu'ils sont capables de générer sur leurs fonds propres. Mais si on prend en considération les dépôts des épargnants, comme avant de déposer l'argent à la banque, vous ne l'avez pas encore mis à la banque, eh ben on pourrait même argumenter le fait que le rendement sur de l'épargne est démultiplié. On pourra même dire que le rendement est de 300%, puisque l'argent n'était pas détenu par la banque avant que vous le déposiez. Et nous sommes dans un système maintenant de nos jours qu'on appelle de fractional banking, où en 2007-2008, juste avant la crise, une banque pouvait justement pour chaque dollar se leverager qu'elle avait à la banque et en termes de fonds propres et en prêter 35. C'était le cas de Citibank à l'époque. Maintenant, on est plus sur des ratios de 15. Pour chaque dollar qu'ils ont à la banque, eh ben, évidemment, ils peuvent en prêter à 15 autres personnes et démultiplier le rendement. On pourrait, par exemple, s'ils prêtent à 10 personnes, multiplier par 10 le rendement généré. Et donc, il ne serait-il pas intéressant de mettre un système en place où nous allons squeezer un maximum le rôle de la banque, qui, quand nous mettons de l'argent à la banque, c'est la banque qui se fait l'argent sur notre dos pour son propre compte, et de trouver un système où nous allons mettre en place notre propre banque familiale et ainsi trouver un système où nous allons déposer de l'argent dans notre propre système familial et financer nos activités à rendement. Et ainsi, nous allons recapturer ce qu'on appelle le coût d'opportunité ou le time value of money, et notre argent va fonctionner pour notre propre famille au lieu de fonctionner pour le compte de la banque. Et un actif qui pourrait jouer ce rôle de sous-jacent, eh bien, c'est ce qu'on appelle ce WALI, ce Wealth Accumulation Life Insurance. Et on va voir un petit peu en détail, en utilisant cet actif, comment on va pouvoir optimiser notre propre cash flow system. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va utiliser ce WALI? Parce qu'on l'a vu avant, c'est un instrument qui est garanti d'augmenter. Donc, on n'est pas dans une sorte de leverage, on est dans une sorte d'arbitrage. Comme le sous-jacent est garanti d'augmenter, on va pouvoir faire en sorte que chaque dollar qu'on a de côté va pouvoir être utilisé une deuxième fois. Donc, l'idée, c'est de positionner son argent dans cet actif, qui s'appelle un WALI, et utiliser ce même dollar déposé une deuxième fois pour pouvoir faire de l'immobilier ou d'autres choses. Alors, quels seraient les attributs du WALI qui fait que ça pourrait être le rôle, qui pourrait jouer ce rôle le plus à même
de jouer ce rôle de banque familiale? Eh bien, c'est parce qu'il y a 12 attributs. Premièrement, on a une assurance décès qui est attachée à cet instrument qui fait qu'on va avoir un certain nombre d'avantages fiscaux. Donc, en plus d'avoir une épargne, nous avons une assurance décès attachée à cet instrument pour le reste de notre vie, ce qu'on appelle en anglais Permanent Life Insurance. Nous avons une liquidité, un contrôle immédiat à notre épargne. Nous avons une croissance qui est garantie par contrat. Il n'y a aucune année négative. C'est garanti d'augmenter quoi qu'il arrive. De plus, nous avons accès à des dividendes. Généralement, nous allons faire appel à des compagnies mutuelles d'assurance qui ont plus de 150 ans d'existence et qui ont toujours eu des dividendes, mais au cas où il n'y avait pas de dividendes, il y a cette croissance garantie par contrat. Les rendements attendus à long terme, étant donné que les taux d'intérêt sont bas à l'heure actuelle, est entre 3 et 5% net de fees, net d'impôts. En effet, puisque nous avons des avantages fiscaux. Dès qu'on met $1 dans son Wally, il n'y a plus jamais d'imposition, à la fois sur l'augmentation de notre valeur, mais également sur l'utilisation de cette valeur. Peu importe où nous sommes dans le monde, nous avons une vraie opportunité de rentrer dans ce type d'instrument pendant que nous sommes ici aux États-Unis et que nous rentrions en France ou restions aux États-Unis ou habitons dans un autre pays, nous gardons tous les avantages fiscaux. Nous avons de hautes limites de contribution, c'est un contrat qui est privé, c'est protégé contre d'éventuels créditeurs ou en tant que banqueroute dans nombreux États. Nous pouvons ajouter de la protection en cas d'invalidité ou en termes de soins dépendance, ce qu'on appelle long-term care aux États-Unis, où si nous avons besoin d'argent, nous pouvons accéder à l'assurance décès en amont de son décès pour faire face à des soins d'EHPAD, par exemple, même en France. Mais pour moi, les 3 attributs, les derniers attributs sont les plus intéressants de l'instrument. C'est le fait que nous pouvons se collatéraliser, que nous avons des options avantageuses de prêt et que nous avons une totale liberté, une flexibilité dans le repaiement de ces prêts. Et donc, on va l'utiliser, cet instrument, de manière proactive pour pouvoir booster ses rendements, et notamment sur le marché immobilier. Alors, si nous ne faisions rien d'autre de positionner son argent dans le Wally, voilà ce que l'on aurait. Nous aurions une gestion passive en autopilote. En effet, nous pouvons nous attendre à des rendements qui sont soutenus. On parle de 3 à 5% tax-free. Ça équivaudrait potentiellement entre 4,5% et 6,5% de rendement s'il y avait un impact fiscal et des impacts de frais. Donc, ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas un actif à rendement. Ce n'est pas là où on va potentiellement générer du 7, 8, 10, 15% de rendement. Le rôle de cet actif, c'est générer du 3 à 5% sur le long terme, plus fort que l'inflation, net de frais, net d'impôts. Il y a des rendements qui sont ininterrompus et exponentiels. C'est ce qu'on appelle true compounding growth. Comme il n'y a aucune année négative, c'est comme ça va augmenter, et bien qu'on ait 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans, 80 ans, ça va augmenter de manière exponentielle, ça ne s'arrête jamais. C'est donc un très bon substitut à la fois du cash à la banque pour squeezer un maximum les banques qui se font de l'argent sur notre dos et ainsi récupérer ce coût d'opportunité, et également dans une perspective de gestion patrimoniale globale, quand nous avons également des actifs sur le marché financier, que ce soit dans nos comptes de retraite de type 401k ou 401k ou 403b ou sur un compte d'investissement classique, généralement pour gérer le risque au sein d'un portefeuille, nous allons y intégrer des obligations, ce qu'on appelle le fixed income ou les bonds en anglais, qui permettent de réduire la volatilité du portefeuille. Or, c'est extrêmement compliqué à l'heure actuelle d'utiliser les obligations pour jouer ce rôle de buffer. Pour plusieurs raisons. Les taux d'intérêt sont bas, c'est-à-dire qu'on ne génère pas beaucoup de revenus sur nos obligations. Deuxièmement, comme les taux d'intérêt sont bas, s'il y a une augmentation des taux d'intérêt, eh bien, nous allons avoir une perte sur le marché secondaire de la valeur de nos obligations. Et troisièmement, si nous souhaitons générer du rendement, du revenu sur nos obligations, nous avons 2 options, soit augmenter ce qu'on appelle le duration, le nombre d'années sur lequel nous allons exposer notre risque, et ainsi nous prenons beaucoup plus de risques sur une potentielle augmentation des taux d'intérêt. Et deuxièmement, nous allons augmenter le risque. Au lieu d'aller sur quelque chose de très qualitatif, tel que le AAA ou AA, nous allons commencer à avoir du BB, BBB, et ainsi nous allons augmenter le risque, et ainsi nous augmentons la corrélation avec les equity. Donc c'est extrêmement difficile à l'heure actuelle d'utiliser les obligations sur le marché financier pour gérer ce rôle de buffer, de sécurité au sein du portefeuille, et donc cet actif-là, ce Wally, va pouvoir jouer un très bon substitut de ces obligations et ainsi pouvoir avoir l'opportunité, la capacité de prendre plus de risques au sein de son portefeuille sans augmenter la prise de risque globale de sa stratégie. Donc, si on ne faisait rien d'autre qu'utiliser ce Wally pour à la fois être un substitut du cash à la banque et des obligations sur le marché, ce serait déjà très bien. Mais là où ça commence à être vraiment intéressant, c'est dans l'opportunité de pouvoir créer une stratégie proactive en place. Donc, revenons sur notre schéma d'optimisation de notre système de cash flow. Quand nous mettons de l'argent à la banque, on va conseiller tout d'abord d'avoir 6 à 12 mois de dépenses à la banque, ce qu'on appelle notre matelas de sécurité.
Et nous sommes confortables de générer entre 0 et 1% sur cet argent. C'est son rôle. S'il arrive quoi que ce soit, on a un problème avec le toit de la maison ou quoi que ce soit, c'est le rôle de cet argent. Mais au-delà de ce matelas de sécurité, c'est là où le Wally va rentrer en jeu. C'est l'opportunité de déposer son argent dans son Wally qui va augmenter de manière exponentielle pour le reste de notre vie, à hauteur de 3 à 5% à long terme tax-free. Et en parallèle, nous gardons totalement notre liquidité en y adossant une ligne de crédit qu'on appelle une IBLOC, Insurance Based Line of Credit. Et celle-ci peut être utilisée pour n'importe quelle raison, et notamment de pouvoir investir. Par exemple, faire un down payment sur un bien immobilier et toujours faire un mortgage derrière. De pouvoir utiliser son argent pour sa propre entreprise ou tout simplement pour des dépenses. Potentiellement des dépenses pour se faire plaisir, par exemple, à la retraite potentiellement, ou payer l'éducation des enfants, notamment. Nous avons un certain nombre de plans qui existent aux États-Unis qui sont potentiellement attractifs d'un point de vue fiscal, mais pas forcément attractifs en tant que Français ici aux États-Unis, parce que les plans, ce qu'on appelle 529, 529, si vous n'utilisez pas l'argent pour précisément des entités éducatives qui sont accréditées par le gouvernement américain, nous perdons ces avantages fiscaux. Or, nous ne savons pas de manière garantie si nos enfants iront aux États-Unis. Ils ont potentiellement l'opportunité d'aller à McGill au Canada ou rentrer en France. Donc, n'ayant pas cette garantie de voir nos enfants aux États-Unis, nous pouvons utiliser d'autres classes d'actifs qui pourraient jouer l'affaire et qui n'auraient pas ces restrictions-là. Donc, c'est l'opportunité à la fois d'avoir une gestion qui, elle, par nature, est passive, et également d'ajouter cet élément à la fois actif pour démultiplier sa stratégie patrimoniale qui est, dans cette catégorie-là, la possibilité d'aller chercher du rendement. Aller chercher ces 7-8% plus, là où il y a du risque, dans l'augmentation exponentielle de son patrimoine. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le même dollar que l'on positionne au sein du Wally qui est utilisé une deuxième fois pour pouvoir aller chercher du rendement. Les coûts d'emprunt à l'heure actuelle de cette IBLOC, puisque les taux d'intérêt sont bas, et comme c'est un actif sous-jacent qui est garanti, les banques sont extrêmement friandes de ce type d'instrument-là, et les taux d'emprunt à l'heure actuelle sont de 3%, potentiellement même déductibles d'impôts. Et donc, comme vous avez à long terme un rendement supérieur ou égal à votre coût d'emprunt, vous boostez vos rendements immobiliers, financiers ou autres. Un exemple, sur l'immobilier, on constitue sa trésorerie, on le dépose dans son Wally, ou ce qu'on appelle le Cash Value Life Insurance. On peut, grâce à la ligne de crédit attachée, utiliser cet argent pour pouvoir se diversifier dans d'autres classes d'actifs, telles que potentiellement l'immobilier en faisant un down payment. Ça nous crée des cash flows que l'on repositionne dans notre propre banque familiale, qui va grandir de son côté. Et maintenant, nous allons pouvoir avoir une position exponentielle de sa stratégie patrimoniale. On peut faire un bien, puis un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite. Voilà la stratégie d'investissement classique dans l'immobilier. Par exemple, on va évidemment tirer potentiellement, si on a la possibilité de le faire, tirer avantage des taux d'intérêt qui sont bas en ce moment. On appelle de la bonne dette et de la mauvaise dette. Tout simplement, la bonne dette serait un taux d'emprunt inférieur à 5%. Un taux d'intérêt supérieur à 5%, c'est de la mauvaise dette. C'est comme les bactéries. Il y a des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries. Donc, quand on a la possibilité, comme les taux d'intérêt bas, d'emprunter, c'est une stratégie qu'on appelle de OPM, Other People's Money. Et donc, on va justement faire en sorte qu'on va faire augmenter sa valeur patrimoniale sur le compte de quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, ce serait la banque. Et donc, on va potentiellement emprunter 80%, pas plus, parce que si on emprunte plus, on s'expose potentiellement à ce qu'on appelle les PMI, ces assurances, et déposer 20% d'apport. Or, quand on dépose 20% d'apport en cash, la problématique de cette approche-là, c'est qu'on va perdre le coût d'opportunité de cet argent-là. Maintenant, ces 20% d'apport sont bloqués dans les murs du bien immobilier et cet argent ne va pas pouvoir utiliser et pourra potentiellement faire des petits lui-même. Se générer ces 3, 4, 5% de son côté. Donc voilà une approche beaucoup plus proactive. C'est le fait de potentiellement en amont avoir déposé cet argent dans notre propre banque familiale, d'avoir cet argent maintenant disponible, d'utiliser l'argent qui est ici grâce en parallèle à notre ligne de crédit qui est notre IBLOC, qu'on va utiliser pour ces 20% d'apport. Et évidemment, toujours faire ces 80% de mortgage, qui fait qu'on aura financé 100% de la valeur du bien, se leverager un maximum, et ainsi, à la fin, nous allons en effet repayer ces prêts immobiliers après avoir fini de payer cela et de détenir ces biens immobiliers en direct. Mais nous allons, en plus d'avoir ces biens immobiliers, une énorme poche de cash qui sera disponible au sein de notre Wally. Voilà un point de vue mathématique, à quoi ça leur ressemble. Si vous achetez un bien immobilier à New York, par exemple 1,2 million de dollars, vous faites un down payment de 250 000 dollars, qui est environ 20%. Vous avez deux choix. Soit vous faites l'apport en cash, vous avez 250 000 dollars, vous les mettez en cash, ou bien vous avez déjà positionné au sein de votre Wally 250 000 dollars, vous le collatéralisez, vous utilisez
cela pour pouvoir emprunter, pour faire cet apport et ainsi financer 100% la valeur du bien. Évidemment, dans les deux cas, sur un montant de 1,2 million, on aura emprunté 950 000 $ sur un mortgage. Et donc, la réflexion ici, c'est soit je fais un apport en cash, soit je le fais grâce au collatéral. Alors, notre cerveau, il faut savoir qu'il nous joue un tout petit peu des tours. Et si je vous posais la question et essayez de me suivre en termes de raisonnement, si vous avez le choix entre mettre 250 000 $ d'apport en cash ou de trouver un système où vous avez un actif qui va pouvoir vous générer du 4% à long terme, à hauteur de, vous avez 250 000 $ et ça vous génère du 4% à long terme, et en parallèle, faire un emprunt sur une base de 250 000 $ à 4%, comme on gagne 4% d'un côté et qu'on perd 4% de l'autre, pourquoi est-ce que l'on s'embête à mettre en place un tel scénario si on a juste à mettre le cash et on n'a plus à y penser? Eh bien, notre cerveau aurait raison sur un an, puisqu'on gagne 4 et on perd 4, mais il aurait tort dès l'année 2, puisqu'on va bénéficier à gauche du compounding effect, puisque maintenant, ces 250 000 $ ont gagné 4%, qui vont gagner 4% et ainsi de suite. Donc, si on a un actif qui génère du 4% à long terme sur 30 ans, on va générer 570 milliards d'intérêts. Alors que si on a emprunté de l'autre côté 250 000 $ à 4%, on va bénéficier de ce qu'on appelle l'amortizing effect et également le inflation effect. Parce que maintenant, en effet, il va falloir débourser 1 189 $ par mois et le total des intérêts que l'on aura payé sur 30 ans est de 178 000 $. La différence entre les deux est 400 000 $ que l'on a pu recapturer. Si à cela on enlève le coût mensuel, on se retrouve à environ 150 000 $ qu'on a recapturé et qui n'aurait pas existé si on avait fait l'apport en cash. Romain, je sais qu'il me reste quelques minutes. Non, il n'y a pas de souci. Cette... C'était juste pour traduire le compounding effect, c'est les intérêts composés en français, hein, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est le fait que si on laisse grandir son argent à 4%, 4% a déjà gagné 4% et ainsi de suite. Et donc, on va pouvoir faire augmenter cela. Et donc, le fait d'avoir fait l'apport en cash, on aura perdu ce coût d'opportunité. Si on met en place une stratégie de la sorte, alors que les taux d'emprunt sont exactement les mêmes que les taux de rendement, on va bénéficier à gauche du compounding effect et l'amortizing effect et recapturer 150 000 $ qui n'auraient pas existé si on n'avait pas recapturé ce coût d'opportunité. Et comme vous l'avez vu, j'ai fait exprès de prendre un taux d'emprunt qui est équivalent au taux de rendement interne, alors qu'en ce moment, on a même des taux d'emprunt qui sont inférieurs au taux de rendement interne et on démultiplie encore plus sa stratégie patrimoniale. Donc voilà de manière concrète comment est-ce qu'on peut se leverager avec notamment un actif qui, lui, sous-jacent est garanti d'augmenter et de créer un vrai arbitrage dans sa stratégie patrimoniale. Et la dernière chose que je souhaite aborder aujourd'hui, c'est comment monétiser la valeur de ces biens immobiliers. Souvent, on dit que l'immobilier n'est pas liquide. Je vais essayer de vous prouver le contraire. Tout d'abord, vous pouvez vendre votre bien immobilier et ainsi créer la liquidité de la valeur que vous avez pu accumuler au sein de votre bien immobilier. Deuxièmement, vous pouvez downsizer. Vous pouvez avoir une valeur d'un bien immobilier qui fait 1 million et en racheter un qui fait 600 000 et recapturer la différence entre les deux. Vous pouvez refinancer. Si vous avez pendant une longue période de temps déjà remboursé une grande partie du capital et qu'en parallèle en plus, vous avez une augmentation de la valeur de votre bien, vous pouvez refinancer votre bien et ainsi sortir le cash, vous refinancer à des taux d'intérêt extrêmement bas et maintenant avec ces liquidités, continuez soit l'utiliser pour vos dépenses personnelles, soit l'utiliser pour pouvoir faire grandir votre patrimoine dans d'autres classes d'actifs. Et dernièrement, vous pouvez faire une HELOC, une Home Equity Line of Credit, sur laquelle vous pouvez par exemple l'utiliser pour faire des travaux au niveau du bien ou l'utiliser pour d'autres raisons. Le dernier point que j'aborderai ici, c'est ce qu'on appelle le HELOC. J'en avais parlé avant notre coupure, ce qu'on appelle, ou HECM, Home Equity Conversion Mortgage, pour les gens qui ont plus de 62 ans. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre une ligne de crédit qui, elle, maintenant, est garantie d'augmenter chaque année pour le reste de votre vie, quelle que soit la valeur de votre bien immobilier. La problématique d'une HELOC, c'est qu'elle peut monter et descendre liée à la valeur de votre bien immobilier. Quand on a plus de 62 ans, on peut mettre en place ce qu'on appelle une HELOC et cette ligne maintenant est garantie d'augmenter quelle que soit la valeur de votre bien à l'avenir. C'est-à-dire que maintenant, si vous mettez en place une ligne de crédit de type HELOC de 500 000 $, celle-ci va augmenter par exemple à 5% par an pour le reste de votre vie. Et même si votre bien immobilier valait par exemple 1 million de $ maintenant et qu'il n'en vaut plus que 400 000 parce qu'on est en plein crash du marché immobilier, eh bien, vous pourriez potentiellement avoir une ligne de crédit attachée qui vaut 800 000 $ alors que votre bien immobilier en fait 400 000. C'est de par le fait que cette ligne de crédit est maintenant garantie à partir de l'âge de 62 ans. Et ainsi, évidemment,
vous pouvez faire beaucoup de choses avec cet argent, étant donné que vous avez un effet de levier sur la valeur de votre bien immobilier primaire qui est inférieur à votre ligne disponible. Donc voilà comment on peut monétiser. Et je vais conclure cette présentation pour vous montrer que le fait d'avoir à la fois des actifs financiers et immobiliers nous permet de démultiplier sa stratégie patrimoniale parce que les deux classes d'actifs vont potentiellement avoir les mêmes attributs et d'avoir les deux en même temps va pouvoir mettre en place cette spirale positive et qui fait qu'on va pouvoir démultiplier sa stratégie patrimoniale. Dans les deux cas, que ce soit dans la partie Wally par exemple et la partie immobilier, on peut générer du revenu passif. On peut créer de l'equity au sein de son Wally et également au sein de son immobilier en repayant son prêt immobilier. On a une croissance qui est garantie à gauche, une croissance potentielle sur l'immobilier sur le long terme, une protection contre l'inflation, puisque potentiellement l'immobilier va grandir plus fort que l'inflation. De manière historique, en 150 ans d'existence, le Wally a toujours été plus fort que l'inflation. Nous avons accès à des liquidités. Je vous ai montré à l'heure actuelle comment est-ce qu'on peut monétiser la valeur de ces biens immobiliers. On peut créer un effet de levier, même créer un effet de levier double, à la fois en amont de l'achat immobilier, en faisant un mortgage, mais également en aval, grâce à une ligne de crédit. Pareil pour un Wally. On peut soit aller voir une banque pour pouvoir leur demander de faire un prêt pour pouvoir payer ses primes de base, pour pouvoir utiliser les taux d'intérêt bas pour financer notre Wally, ou à l'inverse, utiliser NIBlock pour utiliser la valeur du Wally pour pouvoir se leverager en d'autres classes d'activités. On a des avantages fiscaux des deux côtés. On peut utiliser des solutions telles que des 1031 exchange. Nous avons la possibilité de faire de l'amortissement, de la dépréciation sur l'immobilier, de déduire les intérêts jusqu'à l'heure actuelle 750 000 $ d'emprunt. Nous pouvons réduire également ce qui est payé en termes de taxes jusqu'à 10 000 $ à l'heure actuelle. Donc, il y a des avantages fiscaux à la fois sur l'immobilier et évidemment sur le Wally, puisque dès que vous déposez $1 sur le Wally, il n'y a plus jamais d'imposition, peu importe où vous êtes dans le monde. Et dernièrement, vous avez de la protection. La manière de se protéger dans l'immobilier, c'est potentiellement, si c'est de l'immobilier d'investissement, de créer des sociétés, des LLC, et évidemment d'avoir de l'umbrella policy, de la responsabilité civile, qui est quasiment automatique en France, mais qu'il faut absolument aller voir son assureur auto-maison, que ce soit State Farm, Geico, Progressive, peu importe, pour pouvoir augmenter cette valeur de protection civile en cas de procès contre nous. Vous avez une protection qui est incluse par défaut au niveau du Wally dans la majorité des États. Donc, vous voyez un certain nombre d'attributs qui sont absolument similaires. Et donc, l'idée, ce n'est pas de faire que du Wally ou que de l'immobilier, mais d'utiliser à la fois l'ensemble de vos possibilités, à la fois financières et immobilières, pour démultiplier votre stratégie patrimoniale, pour vous accompagner jusqu'au jour où vous arrivez à la retraite, d'être en position de force pour pouvoir avoir le style de vie que vous souhaitez avoir à la retraite. Je vous remercie pour votre attention. Désolé pour ce pépin technique et c'est avec plaisir de pouvoir répondre à vos questions avec Jean-Luc. Merci Romain. Parfait. Alexandre, est-ce que tu avais un QR code? Oui, parfait. Donc, pour prendre rendez-vous avec Alexandre, vous prenez votre téléphone. Hein, je pense que tout le monde connaît maintenant. C'est comme au restaurant. Vous passez votre appareil photo sur ce petit QR code et puis vous pouvez prendre rendez-vous directement dans l'agenda d'Alexandre dans les prochains jours. Merci à tous les deux. On a reçu pas mal de questions. Allez, on a largement dépassé l'horaire, mais ce n'est pas grave. Je crois que Stéphanie a levé la main. Donc, on va essayer d'écouter Stéphanie qui avait une question pour vous. Il faut juste activer votre micro, Stéphanie. Ok, on va essayer de prendre quelqu'un d'autre du coup. On va prendre Rollet. Rollet, si vous avez une question, on vous écoute. Oui, moi, ce n'est pas une question. C'est juste beaucoup de compliments à faire sur ce que j'ai entendu, et de la part de Jean-Luc et de la part d'Alexandre. Et c'est tout ce que je voulais dire parce que les deux présentations ont été assez claires, même très, très claires, et assez fabuleuses quand même par rapport, je parle d'Alexandre là, par rapport aux banques, et il parle en tant que Français quand même. Hein. C'est ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est que en fait,
on n'a pas du tout la même culture, on n'a pas du tout les mêmes points de vue, mais il a très, très bien cerné le problème qu'il peut y avoir pour les gens qui veulent investir aux États-Unis et pourquoi et comment. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Allez, on prend une dernière personne, Jamila. Vous pouvez activer votre micro si vous avez une question. Beaucoup. Merci beaucoup. Alexandre, c'est vrai, votre présentation était formidable. J'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Ma question porte plus sur le Wally, parce que la présentation, quand vous avez passé le temps à expliquer que nous-mêmes, nous devions nous percevoir comme une banque, c'est-à-dire en fait faire travailler notre argent. La seule partie dont je suis un peu confuse, c'est en fait le Wally, c'est quoi? Parce que ça peut être, est-ce que c'est la même chose si je prends mon argent, par exemple les $1000, et je le mets sur mon 401, et mon 401 peut me rapporter, parce que je suis self-employed, mon 401 peut me rapporter peut-être 5%, 10% chaque année, au lieu d'aller faire un down payment de 20%. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que le Wally est une structure que vous, en tant que conseiller de gestion de patrimoine, vous mettez en place? Est-ce que c'est une coquille que vous allez mettre en place pour vos clients? Est-ce que ma question est claire ou... Oui, tout à fait. Okay. Excellente question. Merci. Merci pour votre question. Donc, le Wally, c'est tout simplement un actif financier qui est un contrat d'assurance vie américain, comme on pourrait avoir des contrats d'assurance vie en France avec des compagnies d'assurance. Ici également, c'est le cas. On a des contrats d'assurance vie américains de type permanent. Il y a une grosse différence entre les contrats d'assurance vie français et les contrats d'assurance vie américains, puisqu'aux États-Unis, nous allons avoir une épargne et en plus une assurance décès que nous n'avons pas en France. Et donc, on va utiliser ces actifs-là qui ont maintenant 160 ans d'existence. Ça a commencé en 1860. Les plus grandes familles à New York qui ont tiré avantage de cet instrument, c'est les familles Rockefeller dans les années 1870-1880. Et pour l'anecdote, notre président actuel, président Biden, détient près de 5 millions de dollars de Wally. C'est quelque chose qui est tout à fait courant. Donc, c'est un contrat d'assurance vie permanent ici aux États-Unis et on va leverager ses capacités. Et justement, c'est pour ça que j'ai fait la distinction entre des actifs qui étaient potentiellement de sujétion qui étaient risqués et d'autres qui étaient garantis d'augmenter. Parce qu'on peut, en effet, par exemple, avec nos clients, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Nous avons un client avec un compte d'investissement qui est à 3,7 millions de dollars sous management avec nous. Nous avons mis en place une ligne de crédit de 2,2 millions de dollars qu'on appelle une ICL, Investment Credit Line. Et avec cette ICL, elle est à un taux d'intérêt qui est de 1,75%. Et cette personne va utiliser cette ligne de crédit pour acheter un bien immobilier à Londres pour le bénéfice de sa fille. Et donc, la possibilité d'utiliser cet argent-là une deuxième fois. On peut le faire sur l'immobilier, sur le financier, sur son 401k, jusqu'à 100 000 dollars. Maintenant, avec sous Covid encore, c'était normalement 50 000 dollars. On est dans une perspective où on peut encore prendre jusqu'à 100 000 dollars. Mais il y a un certain nombre de choses qu'il faut savoir quand on se leverage sur son 401k. On a des obligations de repayer. Si on perd son emploi, il faut repayer d'un coup. Il y a un certain nombre de contradictions ou de contraintes quand on va emprunter sur un 401k. Mais c'est une vraie possibilité. De la liste que j'ai mise en place, on peut en effet emprunter sur des actions, des obligations, et notamment au sein de son 401k. L'avantage du Wally, c'est que c'est de l'arbitrage, alors que de l'autre côté, c'est du leverage. Une des problématiques que l'on peut se poser, c'est que si on fait du leverage et qu'on se leverage sur d'autres classes d'actifs qui sont sous le sous-jacent est à risque, si maintenant nous allons faire face à une crise du marché financier et immobilier et que maintenant il y a une baisse de 40, 50, 60% de la valeur à la fois sur le marché financier et immobilier, comme on a pu le connaître en 2007-2008, ce que l'on souhaite éviter également, cet effet château de cartes, puisque si le sous-jacent maintenant est à risque en plus de l'investissement, eh ben, il va falloir trouver des liquidités pour pouvoir faire face à ce type de risque. Alors que si le sous-jacent est garanti, on a vraiment un risque qui est unique juste sur le leverage en lui-même. Je me permets de vulgariser un peu le sous-jacent. Ça veut dire souvent les gens ont beaucoup d'actions en bourse en fait dans leur 401k. C'est ça, que ce soit dans le 401k ou dans un compte d'investissement classique, on peut utiliser la valeur de son compte d'investissement pour pouvoir utiliser ce dollar une deuxième fois grâce à un prêt qui serait ce qu'on appelle un Asset-Based Line of Credit ou Investment Credit Line. Et on peut utiliser donc cet argent une deuxième fois. Or, si maintenant vous avez une baisse
forte baisse de la valeur de votre portefeuille, et ben, potentiellement, la brokerage firm, l'agence, enfin la compagnie avec laquelle vous travaillez va vous dire « Attention, vous descendez en dessous de ce qu'on est confortable de vous prêter, soit vous devez vendre des positions, soit ramener du cash supplémentaire. Or, si nous sommes dans un crash du marché financier et immobilier et que à la fois le leverage et le sous-jacent sont à risque, on peut se retrouver en difficulté. Donc, il faut toujours comprendre le risque que l'on va prendre avec l'espoir de rendement. Et c'est évidemment une des valeurs ajoutées qu'on apporte à nos clients, de comprendre le risque et les gains que l'on pourrait générer. OK, on a encore 11 questions à répondre, donc on va essayer de les faire avec des réponses rapides parce qu'on a déjà bien dépassé l'horaire. Donc, une petite question de Feriel pour Jean-Luc. Is it better to invest in the US than France? Donc, je suppose que c'est concernant l'immobilier. Alors, débat permanent. Faudra juste, j'avais coupé ton micro, Jean-Luc, il faudra juste réactiver ton micro en bas à gauche. Tu sais, non, avec ta souris. En bas à gauche, juste, je t'avais mis en mute. Oui. Voilà. Ça va? Désolé. Parfait. OK. Grand débat. Donc, je vais parler. Je loue un appartement à titre personnel à Paris. Donc, je peux faire un comparatif schématique. À Paris, vous avez, ou en France, vous avez de plus en plus un encadrement des loyers. Donc, soumis à cette contrainte, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. À New York, jusqu'à présent, les loyers étaient libres. Il y a une pression de la part de la ville de New York d'essayer d'encadrer ces loyers, mais pour l'instant, rien n'est passé. Donc, c'est la loi du marché qui prévaut. Donc, ce qu'on a vu l'année dernière, c'est que les loyers ont baissé suite à la forte chute de la demande et donc des gens qui sont partis. Aujourd'hui, c'est l'inverse, ça redémarre dans l'autre sens. Donc, les loyers sur New York sont plus libres, je dirais, schématiquement qu'en France. Le système n'est pas du tout le même quand vous êtes propriétaire à New York ou en France. Merci. On a une autre question, deux questions de Martine qui demande si on peut se balader à pied facilement dans Greenwich. Et elle complète en disant est-ce que c'est résidentiel? Est-ce qu'on peut marcher facilement dans le centre-ville depuis chez soi? Alors, oui. Où on est, comme dans beaucoup de grandes villes américaines, tout de suite dépendant de son véhicule. Alors, tout dépend où vous habitez. Si vous habitez le centre-ville de Greenwich, vous pouvez prendre le train New York-Greenwich et vous arrivez juste en bas de Greenwich Avenue, qui est le centre-ville, la rue commerçante de Greenwich. Et autour de cette rue, il y a un certain nombre de maisons. En haut de la rue, il y a quelques programmes immobiliers avec des petits immeubles. Donc là, vous pouvez être propriétaire ou locataire et ne pas avoir besoin d'une voiture. Si vous habitez en dehors du centre-ville que je viens de nommer, c'est-à-dire dans un autre quartier, il y a 4 quartiers à Greenwich. Il y a Coscob, Riverside, Old Greenwich et Greenwich, qui sont les principaux quartiers. Là, oui, il vous faut une voiture, parce que comme je vous l'ai dit précédemment, il y a plusieurs dizaines de kilomètres, enfin plus de 10 kilomètres, Coscob, downtown Greenwich où j'habite, il y a 5 miles, c'est-à-dire 8 kilomètres. Vous y êtes en 10 minutes, un quart d'heure. Donc oui, il vous faut une voiture dans ce cas-là. La plage, par rapport au centre-ville de Greenwich, est à Old Greenwich, donc un arrêt de train supplémentaire au nord. Super. On a une autre question de Romy qui parle des monthlies quand on achète un appartement. Donc, si je ne dis pas de bêtises, sous ton contrôle, les monthlies, ça va être les HOA plus les taxes. Et elle dit que souvent, ils peuvent être très élevés dans certains buildings, à Manhattan et peut-être aussi à Brooklyn dans certains buildings, jusqu'à $2000 par mois. Est-ce qu'il y a des buildings qui n'ont pas ces HOA très importants? Voilà, tout simplement. Donc, effectivement, Manhattan, les charges de copropriété se divisent en deux parties. La taxe immobilière, d'une part, et les charges de copropriété, d'autre part. Si on rajoute les deux, en moyenne, aujourd'hui, par pied carré, il y a 10,7 pieds carrés dans un mètre carré. Par mois, la moyenne est de $2,50 par pied carré par mois.
Ça, c'est un ratio moyen sur Manhattan. Sur Brooklyn, il est nettement inférieur, ce qui explique aussi un delta de rentabilité pour des biens en location entre Brooklyn et Manhattan. Sur Greenwich, la taxe immobilière est 2,5 à 3 fois inférieure par rapport à Manhattan, donc ça n'a rien à voir comme marché. Merci. Alors, on a une question pour Alex de Béjou qui demande si on peut faire du leverage sur des œuvres d'art, si on est propriétaire d'œuvres d'art. Absolument, c'est une possibilité. Donc, l'art peut être collatéralisé, l'or également. Maintenant, les cryptos aussi, c'est une possibilité. Donc, ce sont des classes d'actifs. Il y a des compagnies qui existent, qui sont prêtes à vous prêter de l'argent en mettant au collatéral de l'art. Absolument. On a une question d'un auditeur anonyme qui nous demande comment concrètement avoir accès au Wally. Ok, très simple. Donc, pour ce faire, il faut faire une application, voir si on est éligible. Étant donné qu'il y a une assurance décès avec cet instrument, il y a une éligibilité à avoir. Pas tout le monde, malheureusement, ne peut accéder à ce type d'instrument-là. Si c'est une possibilité, eh ben, nous pouvons nous asseoir, voir quels seraient les montants qui auraient le plus de sens. Et donc, il faut simplement commencer par une application avec un certain nombre de compagnies d'assurance et de voir si on a des offres de ceci avant de pouvoir commencer. Et puis après, évidemment, quand l'instrument est en place, nous pouvons à la fois soit le laisser grandir, d'avoir cette stratégie en autopilote, et ou l'activer de manière active pour pouvoir utiliser ces fonds une deuxième fois. Super. Alors, on a un auditeur anonyme qui nous dit je pensais que le HELOC n'était plus valable en ce moment. Est-ce qu'il y a encore des banques qui font des HELOC en ce moment? Jean-Luc, tu réponds? C'est pour toi, ça, cette question. Non, c'est pour toi, Alex, Ouais. je pense, HELOC. Ouais, non, je voulais savoir si tu avais, toi, un point de vue là-dessus. C'est possible. C'est vrai qu'en ce moment, les banques se sont focalisées sur d'autres aspects, tels que les PPP loans aux entreprises, etc. Donc, je pense qu'il y a potentiellement, en effet, peut-être plus de difficultés de créer du HELOC, mais je pense que c'est encore disponible. Il y a plus de 5000 banques aux États-Unis, / credit union. Si j'étais vous, j'irais voir un mortgage broker qui, lui, Exactement. potentiellement, va voir l'ensemble des possibilités. Si vous avez besoin de noms de mortgage broker, je peux vous en donner, bien entendu. Absolument. Martine qui nous dit est-ce qu'on peut utiliser les stratégies que Alexandre nous a présentées pour investir en France? Absolument. C'est ça l'intérêt, c'est que l'argent est disponible n'importe où on veut se positionner dans le monde. Quand on met en place cette ligne de crédit, cette iBlock, nous avons une carte de débit, un checkbook, un wire transfer. Et cet argent peut être envoyé tout d'abord, par exemple, sur notre checkbook aux États-Unis. De ce checkbook, on peut envoyer ce checking account n'importe où dans le monde, transférer de l'argent en France, en Asie, peu importe où on peut envoyer cet argent et après investir de là-bas. Donc, en effet, peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez utiliser cette stratégie-là. Tu veux juste préciser peut-être qu'il faut avoir vécu aux États-Unis, non? Alors, pour commencer la stratégie, en effet, il faut un lien fort avec les États-Unis. Mais après, quand vous avez commencé la stratégie, peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez continuer à le faire. Et deuxièmement, si vous êtes ici aux États-Unis, vous avez ça en place et vous souhaitez utiliser l'argent, peu importe dans le monde, vous pouvez le faire. Mais en effet, Romain, très bon point. Pour pouvoir commencer ce type de stratégie-là, il faut un lien fort avec les États-Unis, soit être américain, soit vivre aux États-Unis ou avoir un visa. Mais en tout cas, en effet, Romain, très bon point. Pour commencer cela, il faut avoir un lien fort avec les États-Unis. Sinon, malheureusement, mes parents qui sont en France, en Alsace, n'ont pas l'opportunité de rentrer dans ce type de stratégie-là puisqu'ils n'ont pas de lien avec les États-Unis. Allez, on continue 2 minutes max, juste avec les questions qu'on a. Le Wally est-il intéressant pour quelqu'un qui a plus de 70 ans? Alors, absolument, ça va dépendre. Quand je dis absolument, ça va dépendre de chaque. C'est pas vraiment une question d'âge, c'est une question de chacun à sa stratégie patrimoniale. Mais la personne la plus âgée sur laquelle nous avons commencé avait 80 ans. Donc, pour nous, la problématique d'âge n'est pas la problématique première. Il faut juste savoir si l'instrument peut avoir du sens dans la stratégie globale. Donc, la réponse est oui, dans le sens l'âge n'est pas un facteur, mais la réponse est ça va dépendre et ça va simplement dépendre de la stratégie globale. Parfait. On a… Yasmina. Si je veux investir today,
dans l'immobilier, mais je n'ai pas de Wally. Avec quelle rapidité je peux mettre en place un Wally, financer via la ligne de crédit et avoir mon apport pour l'achat immobilier? Ok, excellente question. Mais grosso modo, si vous avez déjà du cash à la banque disponible, qu'il est déjà là et il attend, grosso modo, vous allez éponger ce cash en premier, parce qu'il n'est pas au travail pour vous. Il travaille pour quelqu'un d'autre qui est la banque. Donc, généralement, quand on a les liquidités qui sont déjà de côté, on va soit, sur le moyen long terme, positionner petit à petit son argent dans le Wally. Je dirais qu'à partir de 1 à 2 ans, on pourrait déjà commencer à utiliser ce Wally pour pouvoir faire ses down payments. Il faut compter 1 ou 2 ans minimum. Donc, pour moi, la solution, c'est que si vous avez déjà la cash qui est en attente, utilisez ce cash tout d'abord. Mais vous ne devriez pas être dans une situation où vous avez autant de cash. C'est ce que j'ai essayé de démontrer, c'est que oui, il faut toujours avoir 6 à 12 mois de dépenses. Notamment également, plus vous avez de Wally, moins vous avez besoin de ces 6 à 12 mois puisque vous avez cette liquidité disponible. Moi, personnellement, j'ai réduit mes liquidités à court terme à 4 mois puisque j'ai ma ligne de crédit attachée avec plus de 350 000 $ de cash value disponible lié à mon Wally à travers ma ligne de crédit. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir 12 mois de dépenses puisque j'ai cette ligne disponible. Donc, j'ai réduit à 4 mois cela. Et vous ne devriez pas être dans une position à amasser des liquidités qui travaillent pour le compte de quelqu'un d'autre. Et donc, si à l'heure actuelle, si vous avez beaucoup de liquidités, vous pouvez déjà penser à utiliser ce cash pour ce down payment, parce que vous allez mettre votre argent au travail, mais dans une perspective de planification financière optimale, vous ne devriez pas être en position d'avoir autant de cash. Il devrait déjà être au travail pour vous avant de trouver d'autres solutions. Donc, pour répondre à cette question, si vous avez déjà des cash, utilisez tout d'abord. Mais pour utiliser cet argent-là, ou ce futur argent que vous allez mettre de côté, commencez déjà à mettre cette stratégie-là pour votre prochain investissement immobilier. Top. Et la dernière, comment investir aux États-Unis? Donc, question de Romy, avec un prêt en France à taux très bas. Alors, il y a des possibilités. Tu en avais parlé un peu, Jean-Luc, non? Jean-Luc, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Enfin, tu en as parlé tout à l'heure un peu rapidement. D'abord, allez voir votre banque parce qu'effectivement, les taux d'intérêt étant ce qu'ils sont en France entre 1 et 1,2 et ici plutôt 3%, si vous avez des actifs, comme le disait à juste titre Alexandre, financiers en France, vous pouvez nantir une partie de ces actifs ou la totalité pour effectuer un achat cash en général aux États-Unis et vous refinancer par derrière avec votre banque. Donc ça, c'est le cas le plus usuel. Vous pouvez le faire également sur des actifs immobiliers si vous avez des actifs immobiliers, donc nantir un actif immobilier pour pouvoir acheter à New York. Il n'y a pas 36 banques qui le font, mais le Crédit Mutuel avec la Banque Transatlantique est une des meilleures banques pour cela. Autrement, je sais que le Crédit Agricole, je ne suis pas sûr, mais il y a des banques aussi comme la BNP qui peuvent, en fonction de votre profil, HSBC est très dynamique, Banque internationale aussi peut être contactée. Et si vous le souhaitez, je peux vous mettre en relation avec des mortgage brokers à New York qui pourront vous connecter en France. C'est un très bon point. C'est vrai que nous, d'expérience, il faut avoir un certain montant de patrimoine déjà en France pour pouvoir que la banque puisse prendre ce risque. Parce qu'imaginez la problématique de risque pour la banque. C'est une banque française qui va prendre un collatéral qui est le bien immobilier à l'étranger. Et si vous vous retrouvez dans une position où vous n'avez pas la capacité de repayer, ça va se retrouver avec une position internationale pour aller mettre en foreclosure le bien, etc. Et donc, ils vont demander évidemment un certain montant de collatéral en France, que ce soit l'immobilier ou du financier. Attention de ce côté-là, puisque les instruments que vous allez choisir d'un point de vue financier vont devoir être vraiment targetés, puisqu'il ne faut pas se retrouver dans une situation en tant que résident fiscal américain sur une position qu'on appelle de PFIC, Passive Foreign Investment Company, et ainsi avoir une implication énorme d'un point de vue fiscal US. Donc, n'hésitez pas à travailler avec votre gestionnaire de patrimoine américain sur la partie globale et surtout avec vos comptables fiscalistes et avocats fiscalistes sur ce type de problématique. Donc, c'est pour une clientèle généralement aisée qu'on appelle ultra high net worth qui puisse bénéficier de ce type de prêt. Ça y est, on a répondu aux questions de tout le monde. On va remercier nos deux experts, Jean-Luc et Alexandre. Merci. Et puis,
continuez de nous suivre. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter de French Morning, n'hésitez pas. Vous allez bien sûr récupérer les contacts d'Alexandre et Jean-Luc dans un email automatique venant de Zoom dans les prochaines heures. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin des contacts de l'un ou de l'autre. Je vous donne rendez-vous tous les mardis. Donc, mardi prochain, on va parler d'investissement dans les colocations. Donc, je vous donne rendez-vous mardi prochain, midi. Et je vous souhaite un bon Cinco de Mayo. À bientôt. Merci Jean-Luc, merci Romain. À très vite. Ciao. Bonne journée. À tous.